C'est Rapology du lundi au vendredi, 20h-23h avec Uni sur BX1. Et yo mes rapologistes, vous êtes toujours dans votre émission 100% hip-hop sur les ondes de BX1. Et ce soir, c'est notre anniversaire, on fête nos 1 an. Donc c'est une soirée de folie qu'on s'apprête à passer. Je suis toujours en compagnie de mon acolyte de tous les soirs, l'homme aux 1000 billets, celui qui fait pleuvoir les euros sur mon compte en banque. J'ai nommé Mister BMP. Ça va quoi, Kini, comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va, ça fait beaucoup quand même pour une personne. Ah écoute, et ce soir, on a un autre homme aux 1000 billets, mais c'est celui qui fait pleuvoir les billets dans le compte en banque de BMP. J'ai nommé Mister Tariq Amish. Ouais, merci pour l'entrée, Connie. Incroyable, comment vas-tu? Ça va super bien et toi? Très bien, t'as passé une bonne journée? Écoute, excellente. Ouais. Ça fait toujours plaisir de revenir à Bruxelles. J'ai surkiffé, donc très bien. Ça faisait longtemps que t'étais plus venu à Bruxelles? Ça faisait 10 ans, je crois. Ah La ouais, dernière 10 fois, ans. c'était pour un festival aux Pays-Bas. J'avais fait une escale à Bruxelles parce que j'avais quelques amis qui habitaient ici à l'époque. Et ouais, j'ai toujours eu du kiff à venir ici. J'adore cette ville. Mais raconte-nous, qu'est-ce qui te plaît dans cette ville? L'énergie. Tu sais, je trouve que Bruxelles, c'est comme Londres. Je sais pas si t'as déjà été à Londres, mais il y a une énergie spéciale à Londres. Bah, à Bruxelles aussi, t'as ce truc-là, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est une ville toute particulière. Et puis toi, qui es dans le milieu artistique, on sait qu'il y a aussi une force créatrice ici à Bruxelles qu'on trouve nulle part ailleurs. Complètement. Et on est content de t'accueillir ce soir. Alors pour tous nos invités, ceux qui ne connaissent pas encore Tariq Amish, comment peut-on le présenter? On dira producteur, éditeur et artiste à succès, qui a été plusieurs fois certifié disque d'or, de platine, de diamant. Et aujourd'hui, tu aides les artistes indépendants et les producteurs aussi indépendants à vivre de leur passion, à vivre de leur musique. Et s'il faut donner quelques chiffres, parce que les gens, il n'y a que ça qui leur parle aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Plus de 500 millions de streams sur tes sons, plus de 10 millions de vues sur ta chaîne YouTube Producteur à succès, sur laquelle d'ailleurs tu donnes des conseils aux artistes et aux producteurs. Et tu as accompagné plus ou moins 3000 artistes venant de 36 pays différents. Comment un seul homme peut faire tout ça? Je sais pas si un seul homme est en capacité de le faire. En tout cas, moi, je suis bien entouré. J'ai une équipe pour qui j'ai une pensée d'ailleurs ce soir. Big up. Et ouais, non, on n'est pas seul. On se construit petit à petit. On greffe des gens autour du projet. Et surtout, c'est les artistes qui ont porté ce projet-là à la base. En tant que beatmaker déjà, c'est eux qui m'ont mis en avant à travers les flows, les inspirations qu'ils ont mis sur mes prods. Sans artiste, une prod, ça fait pas grand chose, enfin ça va pas très loin. Ensuite, ça a été les partenaires, labels, les attachés de presse, les managers avec qui j'ai pu travailler, qui m'ont aidé à me développer, les avocats aussi, auprès de qui j'ai appris le métier. Et puis, plus tard, à travers l'organisme de formation, ça a été une équipe. Et puis, ouais, les artistes aussi, encore une fois. Parce que la première version des contenus vidéo que j'ai pu faire, c'est toujours dispo sur YouTube. C'était horrible. Et en fait, plus j'avais des feedbacks, plus j'avais des retours, plus j'améliorais les choses, j'allais sur des thèmes qui les intéressaient plus, qui étaient plus d'actualité. Et voilà, ça a pris. Donc aujourd'hui, on cumule des millions de vues. On a accompagné beaucoup d'artistes. Beaucoup sont devenus des artistes plus ou moins importants dans leur style musical. Et c'est une grande fierté. D'ailleurs, récemment, ce chiffre-là, on l'évoque pas assez, mais récemment, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de cadres, de nouveaux cadres de maisons de disques qui sont sortis de ma formation à la base. Non. Et ça m'a choqué. Ouais, c'est des gars qui m'écrivent sur LinkedIn, sur Instagram. Voilà, je suis en poste ici maintenant. Et à l'époque, j'avais suivi ta formation. Ça m'a beaucoup aidé. Et voilà, j'ai basculé du côté DA ou du côté chef de projet. Et c'est cool. Mais quel parcours incroyable. Et ce que j'aimerais souligner chez toi aussi, c'est ton humilité. Parce que il y a beaucoup d'humilité. Tu as fait des très très grandes choses. Et puis tu restes quelqu'un de totalement accessible, de très humble et de très généreux aussi. Tu partages beaucoup. Et pour ça, on t'en remercie parce que je pense que tu as un de tes grands élèves ici, Barclay. Je pense que lui aussi, il s'est lancé dans la musique, mais à travers tes vidéos. Et je pense que pour lui aussi, c'est un honneur de t'avoir dans l'émission. Ouais, en effet, pour moi, c'est un grand honneur. D'ailleurs, encore une fois, je le dis officiellement ici à la radio, c'est vraiment un honneur pour nous de t'avoir ici sans que tu aies fait le déplacement juste pour nous.
nous. Et donc, vraiment, on est honoré. Moi, j'ai énormément appris. Pour la petite anecdote, j'étais découvert sur les réseaux sociaux, sur YouTube. J'ai passé, je crois, 2 semaines sans dormir à regarder toutes tes vidéos. Je confirme, il ne dormait plus. Et jusqu'à on m'a dit ça. Ouais. j'ai craqué, j'ai dit je vais l'appeler parce que là j'ai besoin de plus de trucs. Tu voulais aller plus en profondeur. Ouais, plus en profondeur, et tu m'as gentiment, toi et ton équipe d'ailleurs, j'ai une pensée pour tout le monde, pour pas oublier Joe, Loïc, Manon, Sandrine, j'oublie pas toute l'équipe en tout cas. Il connaît bien ton équipe. Hein. À mon avis, il les a beaucoup embêtés. Je les ai embêtés des heures, et ils le savent, mais en tout cas une grosse pensée pour eux et pour tout le travail que vous faites. Merci beaucoup. En tout cas, présentation faite. Moi, j'aimerais qu'on aille plus en profondeur et qu'on te découvre, toi. Déjà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, du début de ta vie, d'où tu viens? Oula, ça va être long, hein. On Ouais, a combien de t'inquiète. temps d'émission? On a 3 heures, Ok, t'inquiète. c'est bon, on est bien. Bon. Eh ben écoute, je vais essayer d'aller un peu vite pour pas endormir les auditeurs, mais j'ai commencé comme beatmaker parce que ma carrière de rappeur s'est très vite arrêtée. Ah, t'as quand même essayé le rap? J'ai Ah, essayé ça, le je rap. ne savais pas. En fait, pour la petite anecdote, j'ai démarré comme breakdancer. Ok. À l'époque, les champions du monde qui étaient des Lyonnais s'appelaient The Pokémons, tu vois. Donc on m'appelait Chaton, tu vois, le chat, Miaous, les Pokémon, tu vois la d'accord, relation. je vois. Et très vite, un pote du break a arrêté de venir aux entraînements et il s'est mis à rapper. Moi, ça m'a fasciné. Donc j'ai voulu essayer. Et comme j'étais très nul, vraiment très très mauvais, il m'a dit écoute, il y a un truc dans ce métier, on a du mal à trouver des prods. On était dans le début des années 2000 et c'est vrai qu'à l'époque, il fallait du matos pour faire des prods et ainsi de suite. C'était pas encore hyper informatisé comme aujourd'hui. Et en gros, il m'a dit voilà, si tu te mets à faire des prods, moi je pourrais rapper sur tes prods et ça va t'aider à te développer. Au moins, tu trouveras une place dans mon projet. J'ai dit ok. Tu voulais absolument travailler dans le milieu artistique? C'était quelque chose, c'était inné chez toi? Je pense que oui. En fait, je faisais déjà de la musique depuis 5 ans. Depuis que j'avais 5 ans, j'avais pris la tête à mon père pour m'inscrire au conservatoire. Ok. Et ouais, j'ai une fibre musicale depuis que je suis tout petit. Je ne savais pas encore dans quelle direction aller, mais je sais qu'à cette époque-là, je regardais beaucoup de vidéos Dailymotion, YouTube, ça venait d'arriver, où tu voyais des producteurs historiques comme les Neptunes et ainsi de suite qui travaillaient en studio, et ça me faisait rêver. Moi, mon rêve, c'était d'avoir la possibilité de me lever le matin en pyjama chez moi et d'aller en studio, que des artistes viennent et que je leur fasse des prods. Donc, voilà, c'est tout ce à quoi j'aspirais. C'était le kiff ultime pour toi, faire des prods. Exactement. Est-ce que ça a été dur d'apprendre à faire des prods? Ça a été horrible. Parce que à l'époque, en fait, j'accompagnais cet ami artiste, rappeur qui allait en studio à Paris. Pour ceux qui ont connu, c'était un studio qui s'appelait La Baleine Bleue, en souterrain, un truc vraiment ghetto. Et on avait un deal avec le studio, on pouvait dormir dans le studio, ils nous enfermaient dedans, et ça nous... En fait, on gardait le studio et on pouvait enregistrer pour moitié prix. Et il y avait des toilettes à manger et à boire? Ouais, il y avait des toilettes à manger et à boire. Mais du coup, j'avais le droit d'utiliser le matos, et j'ai commencé à faire mes prods sur un SP12, donc un truc à l'ancienne, tu vois. C'est quoi un SP12? C'est ce qu'on appelle un expander. C'est un synthé qui te permet de créer des sons. Et puis au bout d'1 an ou 2, à force de faire des allers-retours en studio, l'ingénieur du son de ce studio m'offre 7 CD gravés sur lesquels était gravé un logiciel de ce qu'on appelle de MAO, de musique assistée par ordinateur. Et il m'a dit voilà, si jamais tu arrives à trouver un ordinateur qui tourne assez bien, tu peux installer le logiciel dessus et tu peux faire des prods de A à Z chez toi juste avec un ordi. Ouais, c'est fascinant. C'est bénef. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai réussi à travailler tout un été, m'acheter un ordi. Ça coûtait très cher à l'époque. J'ai installé le logiciel et j'avais un truc qui tournait mais au ralenti. C'était horrible. J'avais pas de clavier, je mettais les notes à la souris. Enfin, tout se faisait à l'oreille. C'était vraiment les tout débuts. Ah ouais, donc ça, c'est les tout débuts de toi en tant que producteur. Exactement. Et là, tu commences avec ton pote. Bah lui, en fait, il avait déjà bien avancé. Ok. Il commençait à rapper dans certains cercles, dans le 92 notamment. Il commençait à se faire un peu connaître. Et moi, j'étais vraiment... je débutais, quoi. Donc j'étais le gars dans l'ombre. Je commençais à essayer d'assembler des rythmiques. J'étais pas dans les temps. Je savais pas ce qu'était un BPM, par exemple. Tu sais, c'est ce truc de musique rythmée, enfin de battement par mesure. Et donc, j'avais des prods qui jouaient bizarrement. Ça tombait pas dans les temps. Mais moi, à l'oreille, j'avais l'impression d'avancer. Et c'est là que c'est dur parce que les seuls moyens que j'avais de progresser, c'était quand je traînais en studio et que je voyais des gars faire des prods devant moi. J'ai vu un gars régler le BPM.
C'était réglé par défaut à 120. Lui, il le ralentissait, par exemple. J'ai vu comment il structurait les rythmiques, comment il posait les grilles d'accords et ainsi de suite. Et là, j'ai eu un... Mais il fallait pas déjà avoir des notions de base, parce que tu me mets devant un ordinateur, même si je regarde un gars créer un son, il peut diminuer tous les BPM qu'il veut, je vais pas pouvoir le suivre, tu vois. Donc c'est quoi, c'est un talent qu'on a, ou alors Je sais pas, moi j'estime n'en avoir aucun. J'estime vraiment que j'ai appris par le travail, c'est-à-dire que j'avais le logiciel et en fait je cliquais sur tous les boutons et je regardais ce que ça faisait et j'essayais de trouver, tu vois, et de fil en aiguille, tu finis par trouver ce que tu as envie de trouver. De toute façon, quand tu veux vraiment quelque chose, ça finit par arriver. Et ça, c'est dans tous les domaines. Ouais, mais ça a été ça les tout débuts. Tu fais n'importe quoi jusqu'à petit à petit arriver à avoir un truc à peu près structuré. Donc moi, j'ai mis 2 ans avant d'avoir la première prod qui tient à peu près la route. Et à l'époque, j'ai pu avoir l'honneur de la faire écouter à un grand producteur rap de l'époque. Et il m'a dit bon, je vais être franc avec toi, arrête petit, c'est pas fait pour toi. Au bout de 2 ans, on a un minimum de niveau. Ce que tu fais là, c'est vraiment mauvais. Donc rends-toi service, arrête et fais autre chose. Quand on te dit ça, quelle est ta réaction ? Bah, t'as moitié envie de pleurer. Mais tu viens d'un quartier, donc tu serres les dents. T'es très énervé. Moi, je reprenais le train en plus pour rentrer chez moi. Donc, j'étais dans un mode, je l'insultais intérieurement, je m'insultais intérieurement. Tu vois, je savais plus trop où me positionner. Et dans le chemin retour, j'écoutais, à l'époque, on avait encore des lecteurs CD, et j'écoutais un son de Jackie Brown du groupe Neg Marron. Et dedans, tu sais, ça faisait lève-toi, bats-toi, en gros, ne te laisse jamais décourager. Et je me suis dit, ok, je dois pas être le seul qui galère à faire des prods, donc je vais continuer. Et de là, s'ensuit une période où pendant plusieurs années, je travaille mes sons, mais vraiment à raison de 8-10 heures par jour. C'est-à-dire que je vais à l'école, je vais en cours, et le reste du temps, je ne fais rien d'autre que ça, et je progresse. T'étais bon à l'école ? T'étais quelqu'un qui aimait bien l'école ? J'aimais pas l'école, mais j'étais bon. Ok. C'est-à-dire, j'ai jamais eu de difficulté. Je pouvais être en classe, ne rien écouter et avoir 18 sur 20 dans les examens. Quoi. Ouais, t'avais cette facilité, donc ce qui te permettait de faire autre chose à côté sans trop te préoccuper. Exactement. Ok. Et à quel moment tu obtiens enfin une prod qui vaut la peine d'être, qu'un artiste vienne poser dessus, tu vois ? Il faut combien de temps ? En fait, il y a eu une phase où YouTube a commencé à exploser. On voyait des vidéos de gars qui te montraient de quelle manière faire des sons. Les logiciels se sont développés aussi. C'est devenu plus facile de faire des prods. J'ai pu m'équiper aussi, clavier, enceinte, casque et ainsi de suite. Et j'ai eu une progression très rapide à partir de là. Dès que j'avais des modèles à regarder, j'ai pu aller très vite. Et en fait, je l'ai dit juste avant, moi j'estime que j'avais aucun talent. Mais par contre, j'étais un putain de travailleur. Donc j'ai pu faire en une année peut-être 5 ou 600 prods. Et forcément, quand tu fais 5 ou 600 prods en un an, dedans, t'as bien 2-3 pépites. Au moins. Donc, quand j'allais traîner en studio et que je disais aux gars que je faisais des prods et que j'avais des choses à leur faire écouter, ils étaient choqués parce que je leur sortais 25 CD gravés avec 30 prods sur chaque CD. Et vas-y, écoute, quoi. Et il y a quelques gars, notamment un chanteur à l'époque qui s'appelait Humphrey. Je sais pas s'il fait encore de la musique. Ça me dit quelque chose, Humphrey. Je pense que j'ai connu. Enfin, j'arrive plus à te ressortir un son. Il a eu son heure de gloire sur un ou deux sons. Et en gros, lui, c'est le premier à me dire là, tu tiens un truc, là, c'est vraiment pas mal. Il faisait aussi des prods à l'époque un petit peu, il chantait. Et en gros, c'est lui qui m'a donné la direction, tu vois. Là, dès que j'avais des prods mauvaises, il m'expliquait ce qui allait pas. Et dès que ça sonnait bien, il me disait voilà, là, les sonorités sont bonnes, la grille d'accords est bonne, la structure rythmique est bonne. C'est pas mal, ça tient la route. Et le premier placement que j'ai fait, je m'en souviens pas vraiment, mais le premier qui m'a marqué, je m'en souviens. Je devais avoir peut-être 17 ans, 18 ans. J'étais en studio au Bagnolet, dans le 93, et il y avait une petite rappeuse de Marseille qui venait enregistrer ici. Et donc l'ingénieur du son qui l'a enregistré, on se connaissait un petit peu, il s'appelait Damien, si jamais il écoute, on sait jamais. Big up. Big up Dame. Et en gros, Dame, il me laissait squatter à côté pour l'observer et pour apprendre. Et forcément, moi j'attendais la fin de la session pour pouvoir lui faire écouter des prods. Et donc c'était encore à l'époque sur CD. Et en gros, elle me disait ouais, y a pas de souci, dès qu'on a terminé le taf, on écoute. De toute façon, il y a ce qu'on appelle les backups. Quand tu exportes les pistes, il y a un temps. Et là, on écoutera. Et ce qui s'est passé, c'est que à chaque fois qu'on devait avoir un moment de libre,
elle était occupée, elle faisait des trucs, des machins. Donc finalement, elle me dit, je suis vraiment désolé, je reviens dans quelques mois ou quelques semaines, je sais plus, on réécoutera ça à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Tu sais, on n'était pas encore très email. MSN est arrivé à peu près à cette époque-là, mais c'était pas très développé. C'était vraiment vieux. On parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Exactement. Et là, je fais preuve d'audace. Elle a un taxi qui l'amène à l'aéroport ou à la gare, je sais plus. Je lui dis, tu sais quoi, je monte avec toi. Et là, je suis monté. Elle n'avait pas le choix. Il y avait un lecteur CD. Je mets le son et j'ai placé 2 prods pour Kenny Arcana, qui était une artiste à l'époque qui était très peu connue, mais vraiment très peu connue. Mais dans le rap, elle faisait déjà bien parler d'elle. Je peux te dire que moi, j'ai grandi à Liège et à Liège, on écoutait Kenny Arcana et je me rappelle, c'est un des premiers concerts moi auquel j'assiste en tant que, je sais plus, je devais avoir 12 ou 13 ans et c'est la première fois que mes parents me laissent avec mes copines. Il y avait un espèce de concert à Droix, tu vois, et il y avait Kenny Arcana qui était venu et moi c'est un souvenir parce que c'est le premier auquel je peux aller, tu sais, sans tes parents, juste avec tes copines et c'est une artiste qui m'a marqué aussi, donc incroyable. Voilà, ça a été les premiers, ça a été le premier déclic. Et après, il y en a eu plein parce que MySpace est arrivé, pour les anciens encore une fois. Voilà. Et avec MySpace, en fait, on pouvait envoyer des DM. On n'appelait pas ça comme ça à l'époque, mais voilà, pour que les gens comprennent, tu peux envoyer des messages en privé à n'importe qui. Il n'y avait pas de limite. Donc, tu avais des classements par genre. Et moi, je faisais de l'urbain, du reggae, un peu de pop, on va dire. Et je contactais des dizaines et des dizaines d'artistes tous les jours à qui j'envoyais des prods. Et j'ai fait mes premiers placements de cette manière. Et donc, c'est vraiment au culot, quoi. J'y vais, j'envoie. Quel conseil tu donnerais aujourd'hui à un producteur qui se lance, qui débute ? Parce que le monde a changé aussi. Hein. Ouais, le monde a changé. Je lui dirais déjà d'être le meilleur dans son domaine. Parce qu'il faut vraiment des bonnes prods, c'est ça qui fait toute la différence. On a beau croire que c'est du réseau, des connexions, des machins. Je peux te jurer que quand une prod retourne la tête d'un artiste, il essaye pas de la refaire, il essaye pas de s'en inspirer, de te la pomper. Il shoot dessus, il t'appelle, il te demande de la prod, clairement. Donc déjà faire des bonnes prods. Et ensuite, pas hésiter à démultiplier les points de contact. Démarcher avec courtoisie. Vraiment être... tu sais, comme... tu sais, en fait... bon sens long terme. Tu vas écrire à quelqu'un, c'est bonjour, c'est de se présenter brièvement, c'est pas écrire un pavé, pas raconter ta vie et arriver avec de la politesse, de la gentillesse. Tu proposes quelque chose, c'est tout, point. Sauf que t'en démarches 1000 et peut-être que t'en auras 10 qui te répondront et peut-être que tu feras un placement et ça va t'en amener d'autres. Et après, tu peux mettre en place des stratégies marketing où tu vas utiliser le réseau des premiers placements que tu as fait pour en avoir d'autres, et ainsi de suite. Et je pense qu'aujourd'hui, ça reste l'un des meilleurs moyens pour se placer. Maintenant, ce que moi j'ai fait, c'est que rapidement, j'ai compris que placer des prods, vendre des prods, ça rapportait très peu. Tu vois, moi, mes premières prods, je les vendais 20 balles la prod. Ah donc, ouais. c'est te dire, c'était pas très bien payé. Aujourd'hui, on peut aller, en tout cas dans les prods pas trop chers, autour déjà de 200-300 euros directement. Aujourd'hui, à l'époque, c'était pas du tout valorisé. Et moi, le choix que j'ai fait, c'est de produire mes propres artistes. Je me suis dit que si demain, j'arrive à développer un artiste qui a du succès et qui marche, ça va forcément attirer la lumière sur lui et donc un petit peu sur moi. Et ça me permettra d'arriver avec une belle carte de visite. Et donc, du coup, là, tu te mets en mode... Parce qu'il y a deux manières de voir le producteur. Il y a le producteur beatmaker et puis il y a le producteur financier. Donc là, tu passes de beatmaker à producteur argent, c'est ça ? Exactement. Et où est-ce que tu vas le chercher ? Parce que tu étais jeune, tu vendais des prods à 20 balles. Comment on produit des artistes quand on a... Eh ben, on fait comme on peut, en fait. À l'époque, j'étais étudiant à Montpellier. J'avais une chambre en cité universitaire. J'ai acheté un micro, une petite carte son. J'avais un ordi. Je faisais des prods. Et en gros, je contactais des gens. Et je leur disais, voilà, j'aime bien ce que tu fais. Si tu veux venir bosser, viens, on bosse. Et on m'appelait le Noache à cette époque-là. Je bossais tout le temps. Je dormais jamais. C'est un genre d'insomniaque. J'enchaînais. Et j'avais vraiment plaisir à ça. Et plus j'ai multiplié les collabs, plus j'ai multiplié les chances qu'il y ait un titre qui se développe plus qu'un autre. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Un jour, j'ai produit un son pour un artiste qui venait du Mans. Et cet artiste-là avait un pseudo-manager qui plus tard est devenu DA chez Warner. Ok. Et un jour, il m'a appelé, il m'a dit, voilà, à l'époque, tu nous envoyais pas mal de choses, j'ai bien aimé. Écoute, envoie-moi des prods, là, on bosse sur une chanteuse, ça m'intéresse. On peut savoir c'est qui ?
Je vais pas la citer parce que c'est un son qui s'est mal passé. Ah ok, d'accord. Et en fait, pour la petite histoire, ça par contre, je peux le dire, c'est un son qui a fait double disque d'or. Ok. Et j'ai pas touché un centime dessus. Aïe. J'ai même pas eu de déclat SACEM dessus. Je savais pas ce que c'était. Ouais, exactement. Merci pour pour l'effet sonore. Et c'est comme ça que j'ai appris le music business. C'est la première grosse douille que j'ai pris, pour dire les choses comme elles sont. Et j'ai compris que ouais, il y avait la musique et il y avait le business aussi. Comment tu réagis? Comment est-ce que tu te réadaptes justement à partir de ce moment-là où tu comprends qu'il y a le music business? Quel est ton next move en fait? En fait, le next move, c'est que à cette époque-là, j'étais en full indépendant. J'avais aucune idée des sommes qui étaient générées. J'avais juste un peu la haine de me dire putain, j'entends mon son à la radio. Alors ok, il a été bien arrangé. Il y a un gars qui mérite une part dessus, c'est clair. Mais ça reste mon son, je le reconnais bien. Et je touche rien dessus. Alors que quand je croisais des artistes, ils me disaient ah, là tu dois être bien maintenant et ainsi de suite, tout ça. Donc là, je comprenais que voilà. Mais moi à l'époque, il faut dire que je vivais avec 300 € de bourse par mois. Je vendais peut-être pour 50 balles de prod. Donc pour moi, si j'étais assis sur 7-8 000 €, déjà ça me foutait la rage. J'imaginais pas que ça avait généré plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc j'étais dans un mode, déjà, sans comprendre les sommes, il faut que j'apprenne ce métier et il faut que je me structure. Et c'est là qu'il a commencé à se passer des choses pour moi. C'est que j'ai commencé à apprendre ce qu'était la SACEM, les droits d'auteur, les droits voisins, qui fait quoi dans l'industrie, quel label est influent, qu'est-ce qu'un distributeur. Tu vois, j'ai mis un sens sur tous les mots que j'entendais depuis le début, mais que je comprenais pas et pour lesquels je me sentais très peu concerné. Et comment est-ce que tu vas aller te renseigner? Parce qu'aujourd'hui, il y a YouTube. YouTube, on peut d'ailleurs trouver tes vidéos producteurs à succès qui expliquent l'industrie, mais de manière... Barclay, je dis, il a étudié toute l'industrie avec tes vidéos. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas encore tout ça. Comment est-ce que tu apprends? Où est-ce que tu vas chercher cette information? Tu demandes en fait. Tu viens avec humilité, tu croises un artiste et tu lui dis voilà, j'ai vu que tu avais fait ça. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Comment? Et en fait, moi, à l'époque, j'ai rencontré deux artistes qui m'ont beaucoup aidé. Il y a eu OGB de Mafia Qu'un Free, le bras droit de Kerry James, sur toutes les dates, tout ça, qui m'a expliqué un peu comment fonctionnait l'industrie, les labels, les maisons de disques, quels étaient les montants d'avance que tu pouvais espérer, et ainsi de suite. Et le deuxième, c'est un artiste qui s'appelle Neyman, qui a eu une signature chez Sony en 2006, qui a été numéro 1 des clubs en France, qui a bien tourné, et ainsi de suite, qui lui était assez dur en affaires, assez aguerri, et qui m'a expliqué un petit peu tout ce à quoi j'aurais pu avoir droit sur les différents trucs que j'ai fait. Là, j'ai compris ce à côté de quoi j'étais passé, et là, j'ai voulu me former. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des demandes de stage un peu partout. Okay. Et il se trouve qu'il y a un monsieur qui m'a pris en stage dans son label, donc qui était un vieux monsieur de l'industrie, vraiment à l'ancienne et tout. Et en gros, il m'a pris un peu sous son aile. Il m'a pas payé, faut le savoir. Et on peut pas tout avoir. Ouais, c'est clair. Non, mais ce que j'ai appris auprès de lui avait une valeur bien plus importante. Et en gros, il m'a fait passer dans toutes les divisions de sa structure. Donc c'était un petit label, il y avait 7-8 personnes qui bossaient dedans. Enfin, peut-être un peu plus à l'époque. Et en gros, j'ai été à la promo, j'étais aux éditions, à la signature des artistes, à la comptabilité, etc. Et en gros, donc je l'ai découvert qu'après, mais il avait ordonné à ses employés de pas me répondre. Ah ouais? Donc j'étais là et je te jure, je venais le matin, j'étais dans le bureau, personne ne me parlait et je devais juste regarder et écouter. Et tu sais le pourquoi? Oui, il me l'a dit après. Okay. Tous les vendredis, on faisait un point. Il me disait alors, ça s'est bien passé? Je dis ouais, mais je suis là, personne me calcule, je comprends pas. Ok, et t'as appris quoi? Je sais pas, tu vois. Donc les premières semaines, c'était un peu lunaire. Et petit à petit, j'ai compris qu'en fait, quand les gens ils te parlent pas, ça te pousse à écouter, regarder, machin. Tu vois des gestes répétitifs et tu te mets à capter des trucs. T'entends des mots, tu comprends qui fait quoi, qui est à quelle place et ainsi de suite. Et de semaine en semaine, on faisait des débriefs. Et là, il m'a apporté de l'information. Il me disait effectivement, l'éditeur, c'est celui qui gère ça. Est-ce que tu sais pourquoi? Non, j'ai pas compris. Attends, je vais t'expliquer, machin. Sauf que la semaine suivante, quand je revenais le lundi, je savais exactement de quoi les gens parlaient. Et dès qu'il captait que j'étais bon dans une division, il me faisait passer à une autre. Okay. Et en quelques mois, je dirais en 10-11 mois, je pense que j'étais en capacité de faire tourner un label, une société d'édition, et je comprenais les rouages d'une promotion. T'avais quel âge? J'avais 22 ans, je crois. 22, déjà une très grande ans. Maturité, en fait, à 22 ans. T'as toujours été comme ça, un peu... Je sais pas.
Ouais, Je c'est serais pas. incapable de te dire. Ouais. J'arrive pas à me regarder moi il y a plus de 10 ans. Mais voilà. En tout cas, un beau matin, il est arrivé, il m'a dit écoute, ça sert à rien de venir demain. Je pense que tu sais tout ce que tu dois savoir. Mais il l'a fait quoi? Par générosité? Parce qu'il a vu ta motivation? Avec le recul, pourquoi tu penses? Parce qu'il avait aucun intérêt à venir et te montrer tous les rouages du métier comme ça. Je pense que ouais, c'est la motivation parce que je l'ai démarché à l'audace, comme à chaque fois, et il m'a dit non. Il m'a dit non, on prend pas de stagiaire, machin, etc. Et en fait, j'ai squatté dans le hall. Alors lui, il a cru que c'était par détermination. En fait, c'est juste que j'avais pas de train pour rentrer chez moi avant tard le soir. Donc je me suis dit, quitte à être quelque part, autant être là. Tu sais, c'était dans les quartiers chics, Paris 8e, voilà. Donc je suis resté là. Et puis en fait, il m'a recroisé. Et puis il a fait 2-3 allers-retours. Et puis à un moment donné, il passait me voir. Il m'a dit, mais est-ce que t'as mangé? Je lui ai dit non. Il m'a dit, bon, bah monte. Et c'est là qu'il m'a dit d'où tu viens, machin, je lui ai expliqué. Et je pense qu'il a cru que j'étais vraiment déter. Il s'est dit, allez, je vais lui donner sa chance. Et il m'a dit par contre qu'au départ, son but, c'était de me décourager et que je parte au bout de 3 jours. Quoi. Et il a vu que t'as persévéré. Il a vu que je suis resté et c'est là qu'il m'a mentoré, on va dire, gentiment. En sortant de là, t'as les clés, entre guillemets. Enfin, tu comprends en tout cas l'industrie, comment ça fonctionne, comment on fait tourner un label. Est-ce que tu lances directement dans ton label ou pas encore? Alors non, à ce moment-là, j'atterris au Mans. Je t'avais parlé de cet artiste Neyman. Lui, il a monté un label et en gros, je travaille dans son label. Ok. Je suis pas payé, très peu, tu vois, enfin vraiment machin, mais je peux apprendre sur le terrain. Je peux implémenter ce que je crois savoir, du coup. Et surtout, lui, il avait une grosse visibilité avec Sony. Et il y avait en gros, il était plus en maison de disques. Sony avait subi un plan social à l'époque. On s'était tous un peu fait virer, voilà. Et en gros, il avait encore une grosse visibilité. Donc c'est là que j'ai appris à faire de la prospection. J'ai appelé des dizaines et des dizaines d'établissements pour vendre des dates. Et je peux te dire que tu as une euphorie de dingue à la première date que tu vends. Même si tu sais que l'argent n'est pas pour toi. Tu viens de passer un coup de fil, tu as gagné 3 000 €. Tu te dis putain, un truc de ouf. Donc déjà, ça t'apprend. Donc j'ai appris à vendre. J'allais sur les dates avec eux, avec toute l'équipe. Donc j'ai pu rencontrer des médias. Quand tu vas sur des dates, que tu as des médias qui se greffent à la date et ainsi de suite. J'ai fait mes premières émissions de radio comme ça, où j'étais à côté à regarder, à écouter. Donc j'ai pu comprendre comment tout fonctionnait sur le terrain cette fois, en étant là. Et est-ce que tu étais déjà aussi dans l'optique de te faire du réseau quand tu sortais, quand tu allais sur le terrain Non, parce que je me sentais pas la capacité en fait de faire du réseau. Okay. Si tu veux, quand moi j'ai allé pour ce label et pour cet artiste, je faisais partie du label et de l'artiste. Okay. J'allais pas dire bonjour aux autres artistes tant que l'artiste n'y allait pas. C'était comme un peu à la méthode jamaïcaine, si tu veux. Si l'artiste se lève, on se lève. S'il est assis, on reste assis. Si dans le bus il se tait, on se tait. Et vraiment, c'était hyper discipliné. Mais pas de parce que l'artiste le voulait, mais parce que moi, j'étais en mode observation. Donc, dès que je voyais qu'il était silencieux, par mimétisme, si tu veux, je l'étais. Et toute l'équipe, en fait, l'était. Donc, ça s'est fait un peu comme ça. Donc, je ne cherchais pas à accaparer des contacts. En revanche, j'ai beaucoup appris parce qu'il y a la théorie. Tu sais, quand tu vois de loin, machin. Il y a la théorie des labels déjà en place. Et puis, il y a la théorie du petit artiste indépendant. Et la pratique sur le terrain. Et là, quand tout se mélange, tu comprends qu'en fait, la promo radio, tu la fais pas de la même manière, tu vends pas de la même manière, les montants sont pas les mêmes, tu as plein de choses en fait qu'il faut réadapter. Et je pense que c'est dans cette phase-là que j'ai le plus appris sur l'industrie musicale. Incroyable. Alors, je vais à chaque fois poser la petite question pour le public qui nous écoute, c'est le conseil justement pour les personnes maintenant qui sont en train de monter leur label, parce qu'on a reçu pas mal de gens ici dans l'émission qui sont justement en train de monter leur label. Certains le font bien, d'autres peut-être un peu moins bien, mais peut-être parce qu'ils n'ont pas les connaissances. Quel conseil tu donnes à ce moment-là, toi ? Je pense que le conseil numéro 1, c'est de s'entourer. Il faut des pros à côté de toi. Parce que dès que tu montes un label, tu rentres dans une structure entrepreneuriale. Et chaque erreur, elle peut coûter très cher. Donc je vais te donner un exemple d'erreur que tu peux voir, c'est les gars qui prennent des statuts types sur Internet pour créer leur label. Et qui, en fait, réalisent qu'ils n'ont pas inclus le merch comme activité, ils n'ont pas inclus, pourquoi pas, l'édition musicale comme activité. Et quand 5-6 ans plus tard, ils veulent adhérer en tant qu'éditeur, ils ne peuvent pas. Donc c'est pas dramatique, mais ça fait des frais administratifs supplémentaires. Tu peux avoir des mauvais choix de forme de label
Et les transformations, ça coûte cher aussi quand ton activité a déjà démarré. Tu as plein d'erreurs comme ça qui sont liées à un manque d'accompagnement ou de connaissances. Où est-ce qu'on va chercher ces informations ? Aujourd'hui, partout, par tous les moyens possibles et imaginables. Tu peux trouver des livres sur le sujet, des salons, des vidéos de formation, suivre des formations, aller rencontrer des gens et leur poser des questions. Tu as plein de moyens d'apprendre. Donc non, mais il faut apprendre et il faut s'entourer. Après, la deuxième erreur, elle est surtout au niveau du bon moment. C'est que beaucoup de gens vont créer un label par ego pour dire j'ai un label, j'ai une structure, j'ai ma boîte, tu comprends, ça y est, je suis un professionnel de l'industrie. Un chef d'entreprise. Exactement. Alors qu'en réalité, tu crées un label que quand tu commences à avoir des revenus récurrents qui montent crescendo. C'est là que ça devient intéressant. Mais si tu n'as pas de modèle d'affaires, finalement, à part dépenser, tu sais pas encore comment faire rentrer l'argent et rééquilibrer les comptes. Dépenser, tu n'as pas besoin de structure pour ça. Tu peux le faire en nom propre. Et tes premiers gains, tu peux aussi les encaisser en nom propre. Jusqu'à un certain montant dans certaines circonstances, mais tu peux retarder le plus possible la création de ton label et donc l'engagement dans une structure qui va forcément te coûter de l'argent. Je suis happée par tes propos, mais je regarde l'heure et je me rends compte que c'est l'heure de la pub. Donc Magnifique. On va se faire une très courte page de pub et on revient, on continue à découvrir le parcours plus qu'édifiant de Tariq Amish qui est notre invité du soir. Rapology, de 20h à 23h, était avec Queenie. Reste connecté. Et yo mes rapologistes, vous êtes toujours dans Rapology, votre émission 100% hip-hop sur les ondes de BX1. Ce soir, on est dans une émission très spéciale, on fête les 1 an de Rapology. Et je me baladais sur notre numéro WhatsApp que je rappelle, 0460 26 20 20. Et je tombe sur un message qui a à voir et rien à voir en même temps avec le sujet du jour. Mais c'est Gizmo, vous voyez les voix dans les jingles, hey yo, c'est Rapology. Et ben il m'envoie un message, yo, c'est les 1 an et je suis pas là, j'arrive, je suis en route. Et je lui ai mis, mais viens vite Gizmo, on t'attend. Et on est heureux de te recevoir parce qu'il fait partie de ceux qui ont été dans les tout débuts de Rapology. Avant même qu'on ait la première émission, il était en studio en train d'enregistrer ses voix et puis il a été aussi autour du plateau. Donc on l'attend très vite, on lui fait un big up. Et je continue dans les messages parce que Tariq, tu suscites le débat. Écoute, avec plaisir. Alors on a Mélissa qui demande c'est quoi le plus dur dans l'industrie de la musique? Je pense que c'est de trouver sa place. À mon avis, c'est ça le plus dur. C'est arriver à bien comprendre de quelle manière fonctionne cette industrie et où tu dois être. Pour un artiste, par exemple, il y a beaucoup d'artistes qui savent faire beaucoup de styles différents. Ils veulent pas se focus sur une DA spécifique. Et ça les dessert. Pour l'entourage des artistes, ils savent pas s'ils sont managers, producteurs, financiers, amis ou juste coach, conseiller, tu vois, ils savent pas trop où se placer. Et comment justement on réussit à trouver sa place? Je pense que le premier niveau, moi j'en reviens à ça parce que c'est ce qui m'a été le plus bénéfique, c'est d'apprendre. C'est vraiment apprendre. Plus tu apprends et tu comprends comment les choses fonctionnent, plus tu sais où sont les forces que toi tu peux amener et ce que tu peux moins amener et tu te positionnes là où tu es le meilleur. Moi, par exemple, j'étais beatmaker et producteur. J'ai découvert que j'étais bien meilleur en tant que producteur sur la partie marketing, développement de visibilité que sur le beatmaking. Il y avait des gars bien meilleurs que moi. Donc, j'ai un peu orienté les choses et j'étais mieux à la création du label qu'à la production. Il y a Adé qui demande, il dit Tariq, j'ai l'impression que dans l'industrie musicale, il faut investir beaucoup et pas être sûr de récupérer. Alors oui et non. Je pense qu'aujourd'hui, on est à une époque où il faut arrêter de travailler sur l'ancien schéma des maisons de disques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un artiste indé, oui, il a besoin de beaucoup d'argent s'il a envie de sortir un album par an, avec 3, 4, 5 clips par an, et alimenter en contenu, et ainsi de suite. Oui, là, ça coûte très cher. En revanche, ce que moi j'observe, c'est que statistiquement, ce qui marche le mieux aujourd'hui, c'est pas forcément les clips pro de qualité, et ainsi de suite. Un artiste qui a de bonnes idées, qui produit beaucoup, qui a un téléphone avec lui, il est capable d'être force de proposition, de proposer du contenu tous les jours. Et je pense que s'il trouve le bon format, il va accrocher le public et il va créer sa fanbase. Une fois que tu as le public, tout devient facile. Ok, c'est des très très bonnes réponses que tu donnes. Je vais continuer à lire les messages.
Qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai tout appris avec tes vidéos. Si je savais, je serais venue en bas du studio tellement j'ai des questions pour toi. C'est MNK92 qui nous dit ça. Merci MNK, ça fait plaisir. Alors ici, on a Stéphanie qui dit « Je suis manageuse d'une artiste et j'ai regardé ta vidéo sur comment percer sur TikTok et on est passé de 8 abonnés à 184. Merci à toi. » Magnifique. Tu vois, ils sont au début, mais ils ont déjà remarqué une progression. Quels sont les conseils que tu avais donnés dans cette vidéo? Je m'en souviens plus exactement parce que c'était une vidéo très courte et il y avait beaucoup d'infos. Mais là, si je calcule bien, elle a fait quoi? 1000% de progression. Donc si elle continue comme ça, c'est cool. C'est cool, hein? C'est cool. Donc, Cool. on continue à suivre les conseils de Tariq. Il y a ici Lola qui dit « Combien de temps pour devenir riche avec la musique ?» Aïe, à mon avis, si tu fais ça pour l'argent, Lola, t'es déjà foutu. Je pense qu'avant, on pouvait être riche avec la musique. Tu sais, à l'époque où tu vendais 2-3 millions d'albums facilement, là, il y avait moyen. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Parce qu'aujourd'hui, ce qui rend riche un artiste, c'est pas spécialement la musique à proprement parler, c'est la construction d'une marque. Quand tu construis une image de marque, tu as effectivement le streaming, les ventes, le booking, mais tu as aussi les produits dérivés, les partenariats avec des marques tierces et toute l'image que tu génères qui va drainer un certain nombre d'économies qui vont se mettre en parallèle autour de toi. Alors, il y a encore plein de questions. On reprendra vos questions plus tard. Ne vous inquiétez surtout pas, les amis. Continuez à poser vos questions. On les posera à Tariq. Mais moi, j'aimerais te demander, on parlait justement des erreurs à faire, etc. Mais je voulais plus cibler cette question sur toi. Quelles sont les erreurs que tu as faites et qui t'ont peut-être appris et qui t'ont permis d'évoluer? Il y en a plein. Je passe ma vie à en faire. J'en fais encore aujourd'hui. Mais celle que j'ai évoquée juste avant, vouloir suivre le schéma des maisons de disques alors que intuitivement je savais que c'était pas le bon, ça a été une erreur. L'autre erreur que j'ai pu faire, ça a été d'être trop proche peut-être de certains artistes. Vous savez, des fois au départ surtout, tu travailles beaucoup en cercle amical, familial et ainsi de suite, et t'es pas vraiment à ta place justement. Tu vas être producteur, en même temps tu l'aides à payer son loyer, tu règles ses problèmes personnels, tu es entre la famille, l'artiste, les amis, les copains, copines et ainsi de suite. Et ça flingue ta productivité parce qu'une fois que tu es impliqué émotionnellement, c'est très compliqué d'être pro et de bien avancer. Tu peux développer peut-être avec des exemples concrets de moments où c'était trop familier et que c'est ça qui a fait foirer le truc peut-être? Je peux te donner un exemple, c'est un cas classique ça. Tu vas travailler avec un artiste et puis vous vous liez d'amitié parce que vous passez beaucoup de temps ensemble. Et puis, d'un coup, la relation est parasitée parce que vous êtes trop proche, il t'écoute plus. Moi, j'ai eu le cas, par exemple, d'un artiste avec qui on était trop proche. Et quand je lui disais « Non, cette DA est pas bonne, faut revenir sur ça », j'étais plus crédible pour lui. Il m'écoutait plus, justement parce qu'il y avait une implication émotionnelle. Alors que d'autres personnes qui lui disaient exactement la même chose, mais qui étaient extérieures à son cercle proche, il les écoutait. Donc ça crée c'est très bizarre à expliquer, mais ouais, il faut garder une certaine distance tout en étant proche, en fait. Et comment on trouve cette balance? Parce que c'est difficile. La plupart des artistes aujourd'hui, comme nous, même entre nous, on est jeunes déjà, et on est souvent contraints à avoir de grosses responsabilités. Donc c'est vrai que comment est-ce qu'on pallie à ce genre de choses en étant jeune producteur, où aujourd'hui les managers dans l'hip-hop sont de plus en plus jeunes, c'est souvent le meilleur ami, le cousin, le frère. C'est vrai que des fois c'est difficile à gérer. Je pense qu'il faut simplement se fixer des règles. En fait, il faut jamais les transgresser. Je vais te donner un exemple, mais si tu bosses avec un artiste qui a une femme ou une artiste qui a un mari ou un copain, son avis ne nous intéresse pas. Ça, par exemple, c'est une règle que moi j'ai instaurée avec mes artistes. Et ils le comprennent? Ouais, je leur explique. Des fois, ils comprennent pas, on en discute. Par exemple, quand on est en studio, on est sur notre lieu de travail. Donc si ta femme ou ton mari vient, j'ai pas de souci avec ça. Par contre, il y a un canapé, il est assis, je veux pas l'entendre. Et ça, tu le dis avec fermeté, mais avec respect. Si t'es pas prêt à l'entendre, c'est que tu viens pas au travail, tu viens t'amuser. Si tu viens t'amuser, c'est que tu crois que je suis ton pote. À ce moment-là, on arrête. Okay. Et tu mets de la distance. Et tu vois, c'est des petites règles comme ça qui font que, je sais pas, moi j'avais une règle, par exemple, j'appelais ça le méridien Lombardie. C'est que j'estimais que si on devait être en studio à 10h, à 10h moins le quart, si t'es pas là, c'est que t'es en retard. Donc à 10h moins 10, je ferme le studio, il n'y a pas de session.
Je pense que, je sais pas si tu as dit ça dans tes vidéos, mais Barclay, il applique ça. Il a déjà envoyé des artistes chez eux. Il faut, parce qu'une des clés du succès, c'est d'être sérieux. Faut être sérieux. Tu regardes Eminem, par exemple, en studio. Je sais pas si vous voyez les vidéos d'Eminem sur YouTube en studio. Il rigole pas. Il parle pas. Pourtant, c'était un artiste déjanté à une époque. À la même époque, en studio, il est assis, il a des lunettes, il est sérieux. Quand t'as un ingé son qui vient, qui ricane au téléphone, il l'embrouille. Il est sérieux, parce que t'es là pour taffer. Et je pense que toutes ces petites règles-là que tu vas fixer avec ton entourage artistique, et professionnel d'ailleurs, faut qu'elles soient respectées. Alors après, il faut pas être trop ferme, tu vois. Quand la règle n'est pas respectée, tu vas gentiment afficher l'artiste. Mais pour qu'il comprenne que il a déconné, il n'a pas respecté la règle. Donc il n'a pas respecté l'équipe. Et s'il ne respecte pas l'équipe, on n'avance pas correctement. C'est difficile quand même d'avoir ce rôle. C'est pas simple, c'est clair. Mais il faut le faire. Revenons-en un petit peu à ton parcours. Donc là, tu te lances en tant que producteur. À quel moment arrivent les premiers succès et justement, comment ils arrivent? Qu'est-ce que tu mets en place pour qu'ils arrivent? Ouais, en fait, c'est ce que je te disais là pendant la pause. J'ai oublié plein de trucs. J'ai oublié plein de choses dans mon parcours. Mais je vais te donner les étapes les plus importantes. L'étape la plus importante, ça a été la création de mon label. En fait, j'ai créé un label qui s'appelle I Have a Dream Records et je l'ai créé avec un artiste qui s'appelle Makassi, qui était mon associé et également l'artiste principal du label. Et le premier gros succès que moi j'estime être un succès sur lequel je ne dois rien à personne, si ce n'est à l'artiste et au travail qu'on a fourni ensemble, ça a été ce morceau qui s'appelle Doucement, qu'on sort en full indépendant fin 2011 et que aucun label ni maison de disques ne veut. C'est pas compliqué, toutes les personnes à qui je l'ai envoyé à cette époque-là, soit m'ont rayonné, soit m'ont envoyé un message du genre, un peu comme notre producteur à l'époque, arrête la musique, ça ira jamais loin, ou même littéralement, t'en as certains qui se sont foutus de ma gueule, mais en public, tu vois. Et pourtant, ça a été un succès, ce morceau. Ouais, pourtant, ça a été un hit. Parce que là, on parle d'un morceau qui, aujourd'hui, je pense qu'on l'a tous écouté. En vrai, dites-nous d'ailleurs dans les commentaires si vous aussi, vous êtes enjaillé dessus. Mais en effet, c'est un titre qui nous a enjaillé quand même. Ouais, et ça pour moi, c'est le plus gros... ça a été le starter de lancement, puisque pour une fois, j'étais le beatmaker, mais aussi le producteur, l'éditeur, et j'ai géré toute la promo et le marketing autour de ce son. T'étais en 360. Là, je suis vraiment fier de ce projet, parce que je le porte du début à la fin. J'y croyais, Mac y croyait aussi, et il a bossé comme un ouf, j'ai bossé comme un ouf, et on a réussi à, sans radio, sans télé, ni quoi que ce soit, à le faire décoller auprès du public. Et ce son, aujourd'hui, pour vous parler de chiffres, il totalise plus de 20 millions, presque 21 millions de streams là sur une des plateformes. Ouais, en fait, mais après, c'est multiplateforme. Au total, on n'est pas loin de 100 millions de streams sur ce son. Parce que si on démultiplie sur les plateformes... Mais c'est incroyable. Est-ce qu'on se l'écouterait pas un peu pour se rappeler ce doux moment, cette douce première victoire? Fais-toi plaisir. Et rajouter peut-être un stream. Bon, allez les amis, montez le son chez vous. On s'écoute le premier succès de Tariq Amish. C'est Doucement avec l'artiste Makassi. On vient de s'écouter Doucement, c'était Makassi, un des artistes avec qui du coup tu as créé ton label, un de tes premiers succès aussi, le morceau je pense qui lance aussi peut-être qui lance le début du fait que la musique devient profitable pour toi? Ou ça avait déjà un peu commencé avant? Ça l'était déjà avant, mais ce morceau-là, il a une histoire parce que, en fait, on le lance fin 2011. On bataille en indé pendant quasiment 3 ans sur ce titre. On en vit très bien, on vend beaucoup de dates, on a des droits qui tombent, royalties et ainsi de suite. Mais il est symbolique parce que en 2015, il explose médiatiquement. Il devient numéro 1 radio, club, chaîne de télé. La même année, mon fils naît. Et la même année, je fais construire une maison. Donc tu vois, tout ce truc-là... C'est l'année de Moi, la rentabilité. Moi, j'ai attaché tous ces succès-là à l'histoire de ce titre. Donc forcément, il met très cher, ce morceau. Mais est-ce que, du coup, combien de temps tu estimes avoir mis entre le moment où tu commences à travailler dans la musique et le moment où tu commences à en bénéficier? Alors c'est une bonne question. Très bonne question. En fait, moi j'ai fait des erreurs aussi sur le plan financier. C'est-à-dire que j'estime que ça m'a pris peut-être 7 ou 8 ans avant d'arriver à en vivre, c'est-à-dire à gagner mes premiers... on va dire que j'avais fait un premier single qui avait très bien marché. J'avais dû toucher peut-être 50 000 euros de droits sur ce titre-là. Mais j'ai tout cramé en 6 mois.
parce que j'étais jeune et un peu stupide. Puis je crois que j'en avais besoin aussi. C'est cette petite revanche sur la vie où t'achètes tout et n'importe quoi. Et ensuite, j'ai repassé peut-être 2-3 ans à bien galérer. Et quand on fait doucement, par exemple, je suis à moins 2000 € sur mon compte, je suis fiché Banque de France. C'est chaud. Plus une et t'es thune. sur le point d'avoir un gosse en plus. Ouais, c'est ça, c'est très compliqué. Et là, c'est reparti. Et depuis, c'est jamais redescendu par contre. J'ai su bien gérer par la suite. Mais quels sont les gros succès qui vont suivre, les gros accomplissements aussi dans ta carrière? On va dire les gros qu'on suivi, ça a été l'année d'après Jack Perry avec le single Dime, qui est un titre Electro Dance, EDM, qu'on a mis numéro 1 dans de nombreuses zones d'Europe. Il a été numéro 1 dans 9 pays, il a été disque d'or dans un certain nombre d'autres pays sans être numéro 1. Enfin, ça a été un succès énorme. Ça nous a ouvert l'international. On a pu faire une grosse tournée en Europe et en Asie. Il y a eu un album que j'ai produit pour un rappeur au Québec, qui a été disque d'or là-bas aussi, qui nous a ouvert le Canada. Et puis, le troisième gros succès qui est venu aussi après doucement, ça a été un morceau qui s'appelle Aiko Aiko, qui était un truc que j'avais fait l'année où doucement a explosé, mais qui n'a pas marché, et qui plusieurs années plus tard est revenu en buzz sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que là, on va juste écouter 30 secondes du morceau, parce que c'est vrai que c'est un morceau que peut-être le titre vous dirait, parce que moi, quand tu m'as dit le titre, j'ai dit Aiko Aiko, puis quand j'ai écouté, j'ai fait ce morceau. Et là, je vais vous le jouer, parce que c'est vrai que ce morceau, il a mis combien de temps à péter du coup? Il a mis 6 ans, je crois, à peu près. C'est incroyable, hein? Ouais. Et il a pété tout seul. Vraiment, on n'a pas compris. Mais tu sais quoi, on se l'écoute rapidement, on se met juste un petit extrait. C'est un grand succès aussi, mais qui vient donc des années plus tard. Et ça, c'est la magie, ou pas la magie, je sais pas comment on peut appeler ça, de la musique aussi, c'est que tu peux travailler, te dire c'est foutu, et puis... Ouais, tu sais que moi j'ai voulu abandonner plus d'une fois la musique, et à chaque fois que j'ai voulu arrêter, peut-être 2-3 mois après, il s'est passé un truc qui a fait que je me suis dit allez, je peux pas arrêter, je continue. Et c'est très particulier, mais je crois que si c'est vraiment ton destin, si c'est la voie que tu dois emprunter, à un moment donné il va se passer des choses. Incroyable. Donc voilà. Donc ça, c'est les premiers succès. Donc on est sur Makassi, Doucement, et puis il y a ce Aiko Aiko, ma bestie, puis le morceau électro. Ouais. Le morceau électro, c'était Jack Perry, c'est ça? Ouais, Jack Perry, Dime, exactement. Ouais. Et ça, c'est un truc international, parce que l'électro, en général, c'est souvent international ça quand ça pète. Vraiment plein de pays. On a été joué en Roumanie, en Russie, en Ukraine à l'époque, en Suède, en Norvège, en Finlande. Enfin, c'était exceptionnel. C'était incroyable. C'est vrai que dès que tu es sur de l'EDM, ça s'internationalise immédiatement, quoi. Les meilleurs souvenirs de ta carrière jusque-là? J'en ai un qui m'est venu direct. Eh ben, garde-le. On va commencer d'abord par les pires. Comme ça, après, on termine sur une bonne note. Les pires souvenirs. Je crois que j'ai pas de pires souvenirs. Sérieux? Moi, j'ai aimé tout de mon parcours. Il y a une période où j'ai dormi sur un banc pendant plusieurs mois. Ça, c'était compliqué, mais je pense que ça m'a donné la force aussi pour affronter d'autres trucs derrière. Il y a eu des trahisons, il y a eu des pertes financières, il y a eu des vols de propriété intellectuelle, comme je le disais. Donc, c'est des moments qui sont durs, mais... à chaque fois, au moment où c'est arrivé, c'était surmontable en fait. Donc c'est passé, ça s'est fait et voilà. Je crois que le pire, c'est la peur au ventre quand tu sens que ça t'échappe et que tu vas pas y arriver. Et tu te dis, putain, j'ai misé toute ma vie sur ma carrière de producteur, faut que ça marche. Et j'ai l'impression que j'y arriverai jamais. Et ça, c'est dur. Mais c'est surmontable, je pense. Donc j'ai pas de pire souvenir. Franchement, 0 regret. Même, tu vois, Doucement, par exemple, ça, pour la petite histoire, très peu le savent. Ça, Queenie, c'est une exclue pour Rapology. Donnez-nous des exclus. 3 fois de suite, imagine, le sort s'est acharné, 3 fois de suite, on a perdu toute la session du son. Mais non. Et 3 fois de suite, j'ai dû rejouer la prod, note par note, sonorité par sonorité. Et tu t'en rappelles? Mac a dû réenregistrer, on a dû refaire le mix, mastering. Avec la même énergie. 3 fois de suite. Wow. Et à l'époque, je me souviens d'une discussion avec Jesse Matador, qui était, il venait de faire l'Eurovision, et il nous a dit, ouais, mais les gars, accrochez-vous, les meilleurs morceaux, c'est ceux sur lesquels il y a le plus de galères comme ça. Ok. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on a failli le lâcher. On s'est dit, ouais, laisse tomber, il y a un mauvais karma dessus, faut pas avancer. Et en fait, tu vois, ça a été l'un des plus gros succès qu'on a pu avoir. Incroyable.
Et donc, quel parcours. Franchement, je pense qu'on pourrait encore rester parler des heures, mais on se fera un épisode 2. Je pense qu'on terminera là-dessus. Aujourd'hui, tu t'es lancé à côté de ta carrière de producteur que tu continues dans l'enseignement, entre guillemets, mais dans le partage, en fait, de toute ta connaissance. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça ? En fait, il y a plusieurs années... Enfin, je vais résumer dans l'autre sens. Une fois que tu as atteint un certain niveau dans cette industrie, moi, je m'étais fixé des objectifs, si tu veux. Mon rêve, c'était d'être disque d'or. Une fois que je l'ai atteint, j'ai rapidement été platine derrière. Mais une fois que j'ai atteint ce truc-là, j'avais plus d'envie, si tu veux. Moi, j'ai commencé parce que j'avais rien. Donc, c'était une manière de... Je voulais pas, si tu veux, depuis très jeune, je sais que je veux pas avoir un taf normal avec une vie normale et un job normal et la vie basique, tu vois. Je te comprends. Je sais que je veux m'exclure de ça. Et la musique, pour moi, c'était le chemin. C'était le seul chemin. J'étais pas bon en sport. J'étais pas trop mauvais en sport de combat, mais tu vois ma carrure, voilà, j'aurais pas été champion olympique. Mais j'avais pas vraiment d'autre voie. La musique, c'est la voie que j'ai choisie. Et dès que j'ai atteint ces objectifs-là, c'est-à-dire que j'avais une belle maison au-dessus de ma tête, j'avais de l'argent pour voir venir, j'avais bien voyagé, j'avais bien kiffé, j'avais plus d'objectifs. Donc j'ai commencé à m'ennuyer. J'ai beaucoup travaillé dans l'industrie pour l'argent ensuite, parce que c'était facile de signer des licences, j'avais tous les contacts, j'avais plein de projets, etc. Mais j'avais plus de kiff en fait à faire ça. Il n'y avait plus le mojo, l'énergie. Exactement. Et puis au bout d'un an et demi, même pour l'argent, j'étais plus motivé. Donc là, j'ai vraiment senti qu'il fallait que j'arrête. Et à ce moment-là, je suis tombé dans l'univers des formations en ligne. À l'époque, c'était très... nébuleux, tu vois, des trucs de business, immobilier, machin. Mais dedans, il y avait une formation marketing que j'ai suivie, que j'ai trouvé géniale sur le marché US. Et je me suis dit, putain, si quelqu'un, un jour, arrivait à faire ça, mais dans le music business, ce serait une dinguerie. Puis j'en parle avec quelqu'un, avec un réel vidéo, et il me dit, bah, fais-le. Ouais, ok, on va le faire. En vrai, t'avais les connaissances, t'avais toutes les cartes en main pour pouvoir le faire. Exactement. Il te manquait quoi ? Bah, rien, en fait, fallait juste le faire. Donc je l'ai fait, j'ai lancé ça. Les débuts étaient un peu calamiteux, parce qu'un gars sur YouTube qui te dit qu'il est producteur et ainsi de suite, laisse tomber. J'ai eu tellement de feedback négatif, je me suis dit non, mais les gens vont jamais adhérer. Et puis petit à petit, les artistes ont commencé à arriver et c'est eux qui m'ont donné la force d'avancer, parce que j'ai eu des feedbacks très positifs. Il y a eu des débuts de succès, il y a eu des gros succès aussi. Il y a eu des gars qui arrivaient en maison de disques, qui avaient des postes de chef de projet, de cadre et ainsi de suite. Et puis en fait, ça s'est développé un peu tout seul. Et au Covid, ça a explosé. Parce que là, j'avais la crédibilité. Je faisais beaucoup de vidéos YouTube complètement gratuites aussi. J'avais beaucoup de gros artistes aussi qui m'écrivaient en privé. Ah, c'est fort ce que tu fais, on aurait kiffé avoir ça à nos débuts et ainsi de suite. Donc je me suis dit, attends, si eux ils valident, si les artistes qui suivent la formation valident, si la chaîne YouTube elle a des commentaires très positifs, machin, c'est que ouais, ça apporte quand même du bon. Donc j'ai continué. Et puis voilà, ça s'est développé. Après, j'ai greffé tout un écosystème autour. Et puis toute l'équipe aujourd'hui. Et pour être adhérent aussi à tes formations, enfin, je suis adhérente aux côtés de Barclay parce que je le vois adhérer au quotidien. Mais quel accompagnement et quel soutien, et aussi quelle proximité, parce que vous avez énormément de choses à faire et pourtant vous restez assez proches. J'ai assisté à comment on a appelé ça ? C'est un séminaire que tu avais fait où tu avais invité tous les membres, etc. Enfin... Ouais, on a fait une garden party. En fait, chaque année, on privatise un manoir en Bretagne. Puis on invite un certain nombre de membres. Je crois qu'on avait invité 70 personnes sur cette édition-là. Et voilà, c'est complètement gratuit. On rince tout le monde, on passe un bon moment. Je peux vous dire que c'était caviar, champagne, foie gras, homard et j'en passe. Moi, franchement, j'étais comme ça. Il y avait une montagne de foie gras. Exactement. C'est vrai que t'avais animé en plus. C'est vrai. Et t'avais super bien animé. Barclay avait dansé aussi. Il y avait un truc très chouette. On avait bien kiffé. Et puis voilà, c'est une manière de rester bien connecté. Et voilà, tu vois, chaque nouveau membre qui intègre mes formations, je prends du temps pour l'appeler. Je passe du temps au tel. J'essaye de savoir qui est qui fait quoi. Et des fois, j'arrive à voir des gens qui peuvent s'interconnecter entre eux. Donc je les connecte. Et voilà, chacun y voit un avantage. Et moi, plus les gens réussissent, et mieux je me porte, tu vois. Franchement, merci.
Tariq, d'avoir répondu à toutes nos questions. Et là, avant de se quitter, on va aller faire un petit tour. Avant que tu ailles lire les questions, moi, je tenais à dire aussi un truc important. Ce que moi, j'ai beaucoup apprécié, c'est le rapprochement humain. Moi, au début, c'est vrai qu'on partait de très loin. On partait de zéro. On partait de moins 0. De moins 4. Mais c'est vrai que la proximité, pour moi, a fait la différence. Et c'est vrai que tu as vraiment été présent sur les moindres questions qu'on avait. Alors, je sais que j'ai été relou, on a passé des heures au téléphone et tout ça. Mais en tout cas, moi, je tiens vraiment à remercier toi et ton équipe pour, en tout cas, cette disponibilité. Alors, tu n'es pas tout le temps disponible parce que tu voyages, etc. Mais en tout cas, quand tu es là ou quand c'est urgent, en tout cas, je sais que tu as toujours su nous donner les réponses appropriées aux questions qu'on avait. Écoute, j'apprécie. Et c'est un plaisir de t'accompagner, mon cher. Merci. Alors ici, il y a encore pas mal de questions. On en fait 2, Cuny. Je vais en prendre que 2. Je vais d'abord prendre une réaction et puis 2 questions. Il y a, je savais pas que c'était toi, Makassi, respect. Tu nous as jamais dit ça. C'est Jess qui nous dit ça. À mon avis, elle te suit. En fait, j'aime pas trop raconter ce que je fais pour 2 raisons. La première, c'est que au tout début, ça gênait les artistes que j'en parle. Je sais pas pourquoi. Maintenant, ils s'en foutent, mais au début, ça les gênait. Donc, j'ai pris l'habitude de pas en parler. Et j'aime pas trop raconter ce que je fais, en fait. J'aime pas parler de moi, de trucs, de machin. Parce que c'est pas parce que tu as eu un succès une fois dans ta vie, ou 2 fois, 3 fois, que tu as la science exacte. D'ailleurs, c'est ce que je dis à tout le monde. J'ai pas le secret. Sinon, j'aurais fait 10 000 tubes. Mais par contre, je sais vendre. Je sais marketer un artiste, je sais construire ce qui donne envie aux gens de fédérer autour de l'artiste, je sais comment construire une fanbase et je comprends comment fonctionne cette industrie. Donc selon les projets, je peux amener de l'accompagnement, des réponses et ainsi de suite, mais en aucun cas je prétends avoir la recette du succès dans la filière musicale parce que elle change d'année en année, ça dépend des artistes, ça dépend des projets, c'est très compliqué, très compliqué. Une toute dernière question avant de te quitter, Tariq. Désolé pour toutes les autres. Oh, désolé, mais les amis, l'heure tourne et on vous avait dit, il y a une grosse surprise ce soir. On fête quand même les 1 an de Rapology. Restez bien avec nous jusque 23h. Tariq aussi reste avec nous, ne vous inquiétez pas. Et au pire, s'il y a vraiment une question vraiment pertinente, je reposerai encore tout à l'heure. Mais il faut qu'elle soit pertinente, je vous le dis. Là, une dernière question que je prends et je la prends au hasard. On peut bosser ensemble depuis la Belgique par rapport à la SABAM et SACEM, etc. Ouais, complètement. C'est le même fonctionnement en fait. SABAM, Suiza, SACEM, même la SOCAN aux États-Unis respectent les mêmes règles de droit d'auteur qu'on a ici. Okay. Donc ouais. Donc ça veut dire que tous les artistes qui résident en Belgique et qui ont un label ici en Belgique, vous êtes aptes à pouvoir les accompagner. Absolument. Ah ben voilà. On accompagne déjà beaucoup d'artistes en Belgique, on en a un certain nombre, des beatmakers, des managers, des producteurs, des éditeurs. Ça se passe très bien d'ailleurs. D'ailleurs, moi je tiens à dire un truc, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes de talent en Belgique. Rapology en a révélé un certain nombre. Et moi j'en découvre de plus en plus. Et c'est vrai que le premier artiste belge que j'ai écouté, qui m'a beaucoup inspiré, c'était Scylla. On en parlait tout à l'heure à table. Très très chaud Scylla. J'ai vraiment aimé ce qu'il faisait. J'ai pu découvrir UDEFA grâce à vous, par exemple. Moi, je connaissais pas, mais j'ai kiffé. Pépite, UDEFA. Ouais, et c'est vrai que vous avez beaucoup d'artistes en Belgique. Et c'est dommage que ce soit pas encore bien structuré et bien organisé parce que, à mon avis, vous avez largement de quoi mettre la Belgique sur la carte du monde. On a besoin de toi, Tariq. Tu vas nous aider à structurer tout ça. Pas de souci. C'est beau. En tout cas, merci Tariq d'être venu partager tout ça avec nous. Je sais que t'aimes pas beaucoup les médias, mais t'as fait l'effort pour nous et franchement, c'est un honneur. Mais je t'en prie, c'est vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai refusé beaucoup d'invitations radio, chaînes de télé parce que j'ai une mauvaise expérience média une fois et je me suis juré de jamais y retourner. Mais là, je suis pas dans les médias, tu vois. T'es à la maison. Exactement. T'es dans Rapology. On est en famille, tout va bien. Franchement, c'était un plaisir. On rappelle ce soir, on fête les 1 an. Tariq a accepté de venir répondre à nos questions pour fêter ça avec nous. Dans quelques instants, alors le studio grouille de monde, vous ne les voyez pas, mais il y a énormément d'artistes dans tous les coins, de tous les horizons. T'avais pas vu, il y a du monde. Tu te retournes, tu vois, il y a énormément de monde. Et c'est parce que ce soir, c'est une session 100% freestyle. C'est DJ Eso qui sera au platine, qui va balancer des prods. Et d'ailleurs, c'est un beau pack de prods. Alors, il n'y a pas que lui, mais la majorité des prods, elles sont signées Auster, un artiste aussi qui est déjà passé par ici, qui a fait des dingueries du côté de l'Allemagne. Il vient de Liège et il est en train de tout cartonner en ce moment. On le remercie d'ailleurs pour ce beau pack de prods qu'il nous a fourni. DJ Eso sera là. Et pour les artistes, les gars, on va vous les présenter au compte-gouttes, mais ce sont toutes des têtes qu'on a kiffées, qui sont déjà
déjà passés dans Rapology et qui reviennent pour fêter ça avec nous. C'est les 1 an. C'est une grosse soirée ce soir. Donc, restez connectés avec nous jusque 20h. On te remercie encore une fois. Tariq, tu restes avec nous jusqu'au bout. Carrément, avec plaisir. Là, il est en mode on fait recruteur, la fête. Là, il est recruteur du Barça. Moi, j'attends d'écouter. Du Barça aujourd'hui, là. Bon, les amis, on se fait une courte page de pub. On se met un peu de son histoire de caler techniquement tous les artistes dans le studio. Et puis, on est parti pour une soirée de folie. C'est les 1 an de Rapology. Tout est permis ce soir. Tu veux encore plus de Rapology? Ça se passe sur les TikTok, Insta, Snap, Face, Twitter. N'hésite pas à nous suivre.